Dans son livre « Les pouvoirs de l'esprit », Michel de Vancuen nous parle de cette étude de 1990 menée à l'université de Harvard, qui démontra, par l'imagerie, que lorsque des individus apprennent à jouer du piano, leur zone corticale motrice se développe, et ce, après seulement une semaine de pratique. Mais, plus surprenant, on a vu une augmentation de cette même zone corticale chez un groupe de volontaires qui ne faisaient qu'imaginer le mouvement des doigts sur le piano. Autrement dit, répéter mentalement et pratiquer une activité active et développe donc les mêmes zones du cerveau. Ce qui voudrait dire que le cerveau ne fait aucune différence entre imaginer et faire, entre la réalité et ce que nous imaginons. Et grâce à cette neuroplasticité, notre cerveau est capable de se transformer, non seulement en fonction des expériences réelles que nous vivons, mais aussi selon les expériences que nous imaginons. Et rien qu'en s'arrêtant là, on touche du doigt la puissance et la pertinence de la visualisation. Les sportifs de haut niveau utilisent déjà depuis longtemps ce type d'entraînement mental pour améliorer leur performance. Un médecin suisse, Raymond Abrezol, l'intégra au programme d'entraînement des skieurs nationaux et à partir de ce moment-là, les médailles se sont accumulées. Mais un deuxième point clé, corrélé au premier, va nous aider à comprendre pourquoi et comment la visualisation est un outil puissant. Et ce deuxième point clé réside dans le fait que, face à une situation nouvelle, la première action de notre cerveau est d'effectuer une recherche des situations, des expériences similaires qu'il a expérimentées. En ayant visualisé au préalable la situation, le cerveau, ne faisant pas la différence, comme on vient de le voir, entre situation vécue et situation imaginée, pour lui, la situation, même si elle n'a été que visualisée, elle a été vécue. Et ainsi, par exemple, la situation d'examen que l'on a visualisée est ainsi classée dans le cerveau comme situation déjà vécue, qui plus est déjà vécue positivement. On leurre en quelque sorte notre propre cerveau, puisqu'on amène le cerveau à stocker dans la zone liée au souvenir vécu une situation que l'on a juste visualisée. Et l'événement n'est alors plus perçu par le cerveau comme une situation nouvelle, difficile ou risquée, et on permet ainsi au cortex d'apporter une réponse plus adaptée et d'agir de manière plus contrôlée, avec un emballement de l'amygdale plus modéré, permettant ainsi une meilleure réponse au stress et une meilleure mobilisation de ses moyens, car c'est le caractère inconnu de l'épreuve ou de l'événement à venir qui le rend dangereux, entre guillemets, ou qui le rend anxiogène. Et c'est cette part d'inconnu qui génère une grande partie du stress. Voyons à présent un autre aspect de l'efficacité de la visualisation. En regardant par exemple quelqu'un shooter dans un ballon, nous activons les mêmes neurones correspondant de notre cortex prémoteur, et cette simultanéité d'activation dans nos deux cerveaux est rendue possible du fait que nous sommes dotés de neurones miroirs. C'est bien par l'imitation, dès notre plus jeune âge, que nous avons sculpté nos voies neuronales pour créer des automatismes de fonctionnement. Et ce mimétisme neuronal passe le plus souvent par la fonction visuelle. Autrement dit, les neurones miroirs nous préparent à l'action en renforçant les voies neuronales de notre cerveau moteur. Et plus nous répétons l'activation d'une voie, même par simple imagination,
juste en visualisant, plus cette voix se renforce et le geste ou l'action auquel elle correspond va devenir facile. D'ailleurs, les grands sportifs utilisent des méthodes de visualisation de la victoire pour entraîner leur système nerveux à mieux atteindre celle-ci. Les images mentales contiennent et produisent des émotions, et ces émotions vont produire dans notre organisme des substances chimiques, des hormones qui vont influencer directement nos perceptions, notre vécu corporel et nos cellules. Et les bonnes sensations liées à la réussite ressentie pendant la visualisation seront déterminantes pour le résultat de l'acte, de l'épreuve que nous préparons. Ainsi, se lancer dans un projet avec le sentiment qu'on va réussir nous aidera à libérer tout notre potentiel disponible, à mobiliser nos capacités et à les mettre au service de notre objectif. Inversement, le sentiment d'échec inhibera une partie importante de nos capacités. Et autre effet de l'impact de nos pensées, nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Si je porte mon attention quotidiennement sur mes limites, mes faiblesses, mes défauts, il y a des chances que ce soit ces aspects-là de ma personne qui vont se manifester dans mon quotidien. Mais inversement, si je me focalise davantage sur mes points forts, mes qualités, mes compétences, c'est ce versant positif de ma personnalité qui va avoir tendance à croître. D'où l'importance d'essayer d'être plus conscient de ses pensées et d'avoir une plus grande maîtrise de son monologue intérieur. C'est de cela dont il est question quand on parle de la force de l'auto-persuasion. C'est cette idée que lorsqu'une personne est convaincue par une idée, son cerveau, son organisme vont agir en fonction de cette idée, de cette croyance de départ. Son corps, sa conscience et même son inconscient vont s'organiser et se programmer dans le sens de la confirmation, de la validation de cette idée. Si je me persuade que je suis compétent, compétente pour telle tâche, tout mon être va se programmer à la réussite de cette tâche. Autrement dit, lorsque nous faisons des prédictions, nous avons tendance à nous comporter dans le sens de leur réalisation. Et je reprendrai les mots de Frédéric Lenoir dans L'âme du monde pour étayer ce propos. Nos croyances et nos pensées influent de manière décisive sur le cours de notre existence. Bien souvent, ce que nous croyons ou ce que nous pensons devient notre réalité. La force de nos croyances ira jusqu'à produire des événements qui les confirmeront. Vous trouverez dans l'introduction au programme sur les croyances une présentation plus étoffée sur ce mécanisme d'auto-validation, d'auto-réalisation de ces croyances. Autrement dit, fournir à son cerveau émotionnel une nourriture positive, c'est-à-dire un discours intérieur positif, des images mentales positives, des sensations agréables, donne la possibilité de mobiliser pleinement ses capacités. Et la recherche en psychologie positive l'a démontré, les émotions positives telles que la confiance, l'optimisme, l'acceptation et la gratitude favorisent, entre autres, la performance, la motivation et la capacité d'adaptation. Par ailleurs, il a été démontré que le cerveau, en mode positif, est 31% plus productif qu'en mode négatif, neutre ou stressé, car l'hormone de la dopamine, qui inonde notre système quand on est positif,
hormone indispensable pour l'éveil, la mémoire, la créativité, l'intuition, va avoir deux fonctions. Non seulement elle nous rend plus heureux, mais elle renforce nos fonctions d'apprentissage, de progression et permet de nous adapter au monde d'une façon différente.